En Mauritanie, les élections législatives et locales sont du passé. Et alors que le président Mohamed Ould Abdel Aziz ne peut se représenter en 2019 lors de la présidentielle, l'opposition continue d'avoir des doutes sur ses réelles intentions. Mais s'il y a au moins 3 vérités issues des urnes, c'est d'abord que le parti au pouvoir, l'Union pour la République UPR, a, avec ses alliés, obtenu la majorité absolue au Parlement pour que les derniers mois du président se déroulent dans le calme. Ensuite, que Tawassoul, le parti islamiste, s'est imposé comme principale formation d'opposition et a demandé officiellement au chef de l'État de garantir des conditions équitables et des élections transparentes en 2019, l'assurant de ce qu'il bénéficierait de sa dignité et de son respect. Enfin, que, comme au Sénégal, on peut être élu député et demeurer en détention. C'est le cas du président de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste IRA, Biram Ould Abed, qui a décroché un siège à l'Assemblée nationale dès le premier tour, le 1er septembre dernier. Qu'est-ce qui explique son maintien en détention? L'opposition a-t-elle bon jeu de réclamer des garanties d'un chef d'État qui a encore assuré dans sa dernière sortie télévisée qu'il ne toucherait pas à la Constitution? Enfin, quel crédit accorder aux propos du chef de file de l'opposition qui assure garantir au président sa dignité et son respect? Conteste de fin de règne, toujours cette fois-ci en République démocratique du Congo, où le président Joseph Kabila Kabange multiplie les offensives contre l'Occident et la mission des Nations Unies au Congo. MONUSCO, dernier théâtre en date, l'Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York. Le président a réclamé le début effectif et substantiel du retrait des casques bleus de son pays, affirmant le caractère irréversible du scrutin présidentiel prévu le 23 décembre prochain. Pourtant, de nombreux opposants sont aujourd'hui soit contraints à l'exil, soit empêchés de compétir à ce scrutin pour lequel il a désigné un dauphin. Parlant toujours de dirigeants au plus haut sommet de l'État, s'il en est, qui est habitué aux frasques, c'est bien le vice-président de Guinée équatoriale, Théodorine Nguema Obiang Mangué. À la dernière en date, l'oppose à la douane brésilienne qui a retrouvé dans ses bagages l'équivalent de plus de 16 millions de dollars en liquide et en bijoux. Un dirigeant de ce niveau peut-il avoir autant d'argent liquide et de bijoux sur lui? Condamné en octobre 2017 à 3 ans de prison avec sursis en France pour blanchiment d'argent, Théodorine Obiang Nguema Mangué est accusé de mener un train de vie somptueux avec des fonds publics. Pour finir, et par la Libye, les migrants tiennent toujours autant à passer vers les côtes européennes au péril de leur vie et en quête de salut. Sauf que l'Italie n'est désormais plus du tout une terre potentielle d'accueil. Dans une vidéo diffusée le 14 septembre, on voit Matteo Salvini dénoncer l'idée apparemment formulée par le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, selon laquelle l'Europe vieillissante a besoin d'immigrer en Italie. Nous ressentons l'exigence d'aider nos enfants à faire d'autres enfants et pas avoir de nouveaux esclaves pour remplacer les enfants que nous ne faisons plus, a dit Salvini. Les réactions d'indignation se multiplient depuis lors. C'est le cas à l'Union africaine où on exige des excuses publiques de l'homme fort du gouvernement radical italien. Ces propos ne sont-ils pas en phase avec sa politique migratoire? Quelle réaction devrait être celle des dirigeants africains dans leur ensemble? Voilà autant de sujets que nous aborderons sans doute si le temps imparti à cette émission le permet. Nous en avons d'autres sous le coude à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour Angle de vue, votre émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Afrique, gouvernance politique, la paix de plus en plus éprouvée, c'est le thème central de ce plateau. Merci de nous rester fidèles. Le plateau, sans plus tarder, ce sera juste après ceci. Avec nous aujourd'hui, Kémy Séba, bonjour. Bonjour mon cher frère. Vous êtes le président de l'ONG Urgence panafricaniste. Face à vous, Alphonse Moïsoudé, bonjour. Bonjour cher confrère. Vous êtes journaliste à Soleil FM à Bénin. Kémy Séba, la Mauritanie est allée aux urnes le 1er septembre pour le renouvellement des membres de ces institutions, on va le dire ainsi. Quel bilan tirez-vous de ce scrutin? Le bilan que l'on tire de ce scrutin est le bilan que tous les observateurs rigoureux ont pu constater. Il y a eu un certain nombre d'irrégularités qui ont été considérées comme telles par la plupart des membres de la presse africaine et des observateurs africains. Je ne vais pas parler de ceux de la scène internationale qui bien souvent ont des intérêts qui sont les leurs. Tout le monde a pu constater qu'il y a eu un certain nombre d'irrégularités dans certains
centres de vote, bureaux de vote lors de ces élections. La majorité absolue qu'a eu le parti du président Ould Aziz ne correspond pas objectivement au degré de contestation qui existe dans ce pays pour ceux qui le connaissent un minimum. Mais en dehors de ça, ce que je retiens, c'est qu'il y a aujourd'hui un prisonnier politique, Biram Dahabed, l'un des hommes les plus importants de ce début du XXIe siècle, pour les sociétés civiles africaines, pour l'Afrique de manière générale et pour ceux qui sont dans une dynamique de droits de l'homme, non pas dans son acception occidentale, mais dans son acception réelle et originelle. Personne ne peut être heureux de voir qu'un homme qui est capable d'être même élu député aujourd'hui se retrouve encore incarcéré. On aura peut-être l'occasion de revenir sur sa situation, mais il se passe un drame politique à l'heure actuelle en Mauritanie et son arrestation en est la plus grande illustration. Alors, le parti au pouvoir et ses alliés sont assurés de la majorité absolue. Au Parlement, le président a rassuré de son intention de quitter le pouvoir, mais visiblement, il y a, comme qui dirait, des doutes qui subsistent quant à sa réelle volonté de partir. Non, vous savez, il va jouer à la Kabila. Vous savez que Kabila aussi, au dernier moment, c'est au dernier moment qu'il a sorti son joker. L'opposition n'est pas habilitée à garantir une sécurité au président après avoir quitté le pouvoir. C'est pas possible, c'est pas à l'opposition de lui garantir une sortie. Mais je dis, ce qui se passe en Mauritanie, c'est symptomatique de ce qui se passe dans tous les États africains. C'est pas pour la première fois que quelqu'un était en détention et a été élu. Au Bénin, Sékou Fagbou était en prison quand il a été élu député, après il est sorti. Je dis, l'opposition africaine se contente de la théorie. On sait très bien que, généralement, le pouvoir en place fait tout possible pour gagner les élections. Et je dis, l'opposition doit changer de tactique. Il faut infiltrer les réseaux. Parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui, tout le temps, souffre de la boulimie du pouvoir, qui ne veut pas partager le pouvoir, vous devez changer de stratégie. Ce qui est sûr, il va partir. Parce que s'il aime tant son pays comme il le dit, il va partir. À moins qu'il ne décide de violer la Constitution. Mais il ne revient pas à l'opposition de lui garantir une retraite paisible. Ce qui est sûr, il va faire comme Kabila, il va attendre peut-être le dernier moment pour éviter les guerres de clans au sein du parti au pouvoir, et c'est au dernier moment qu'il va désigner son remplaçant. Voilà, l'opposant Biram Ould Abed, on l'a dit, il a été élu, il est toujours en détention. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement, Kémy Séba? On lui reproche, soi-disant, d'avoir mené une campagne d'harcèlement et de menaces, je dis bien soi-disant, parce que tout le monde sait que c'est un militant non violent, pacifiste, qui a construit sa carrière politique et activiste pour la défense des paupérisés, ceux qui sont considérés comme des esclaves, les Noirs, les Haratines en Mauritanie, qui a construit toute sa lutte sur une démarche de non-violence. Et donc la perversité du pouvoir, c'était d'essayer de trouver une faille dans cette argumentation et dans sa méthodologie, en le présentant comme en réalité quelqu'un de violent, qui s'est attaqué à un journaliste qui a fait, à mes yeux, un reportage diffamatoire et injurieux sur sa personne en faisant passer pour quelqu'un qui avait trahi ses convictions, parce que Biram s'est allié au parti que vous avez Tawassoul, Tawassoul, que certains parlent d'islamiste ou autre, et qui surtout est considéré comme un parti qui n'a pas toujours été des plus favorables par le passé aux Haratines. Il faut qu'on dise les choses aussi telles qu'elles sont. Tout à l'heure, mon frère parlait de changement de stratégie. Je pense que Biram ne peut pas être plus grand stratège qu'être capable de taire certaines consciences et tensions qui existent entre lui et ce parti que nous venons de citer, pour être capable de faire union réelle contre le pouvoir en place. Il l'a effectué. Le pouvoir en place, à mes yeux, a soutenu ce journaliste et cette campagne de dénigrement et de diffamation visant à ostraciser quelque part Biram de sa base, ce qui n'a pas marché parce qu'il a quand même été élu. Et le but est de le maintenir en détention parce que tout le monde sait que Biram Dahabed est probablement le candidat politique le challenger le plus sérieux pour le parti au pouvoir. C'est un homme populaire, c'est un homme qui défend des idées, j'aime pas le terme progressiste parce que de nos jours ça ne veut plus rien dire, mais qui est dans une démarche de justice sociale, d'égalité, pas de suprématie des uns sur les autres. Et c'est quelque chose qui dérange profondément ce pouvoir, qui est un pouvoir aujourd'hui, il faut le dire, négrophobe et suprémaciste par rapport à la majorité de la population, la Pousson. Voilà, aujourd'hui, l'autre débat qui fait rage, c'est de savoir si l'islam est autorisé en politique. Le président a notamment balancé quelques diatribes envers le parti d'opposition qui est dit islamiste. On parle de centres d'enseignement
fermé, on parle d'islam, on parle d'intégrisme notamment, ce sont les termes employés par le président dans sa dernière sortie. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit pouvoir amener le terrain de la foi parce que, visiblement, c'est des gens qui s'identifient à quelque chose, qui viennent sur le terrain politique et qui ont quand même beaucoup de soutien dans un pays comme la Mauritanie où on sait que c'est l'islam qui domine. Vous savez, le président, il a intérêt à dire ce qu'il a dit là, parce que quand il veut affaiblir un parti, vous savez, le terrain le plus dangereux en politique, c'est le terrain religieux. Quand vous allez sur le terrain religieux, vous avez de fortes chances d'avoir des gens avec vous. Parce que s'il dénonce l'islamisme, c'est pour dire aux gens, vous avez vu ce que l'islamisme a fait. Partout dans le monde. Donc, si vous acceptez que cela arrive chez vous, vous allez suivre les mêmes conséquences. Il est en train de fragiliser le pouvoir en place parce que lui, avant de partir, il veut peut-être s'assurer une certaine autorité. C'est pourquoi il a gardé l'autre en prison. Parce que quand vous avez de la notoriété, quand vous représentez l'idéal que veut le peuple, le pouvoir en place ne vous permet pas de prendre de l'avantage sur ses ambitions. Donc, tout homme qui va se mettre au travers de l'évolution du pouvoir en place se retrouve en prison. Donc aujourd'hui, le président cherche tous les voies et moyens pour se maintenir en place et pour déstabiliser les autres parties. Donc moi, je crois que c'est la politique du déluge. Si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre ne viendra pas. C'est pourquoi le président cherche à fragiliser tout le monde. Mais il va arriver un moment où on ne se moque pas tout le temps du peuple. Quand le peuple va prendre conscience que vous l'avez suffisamment manipulé, le peuple prendra ses responsabilités. On a vu au Burkina Faso, vous avez vu comment le tout-puissant Compaoré est parti. Donc, nul n'est tellement puissant. Le peuple peut subir les affres du pouvoir, mais il va arriver un moment où le peuple va se réveiller et va vous balayer. Voilà. Et Kamissiba, affaire d'islamisme, d'intégrisme, quelle est votre lecture de cela? Je pense déjà qu'il y a un opportunisme réel du président en place qui, depuis des années, n'a jamais cessé d'instrumentaliser pour le coup l'islam pour justifier quelque part certaines pratiques moyenâgeuses vis-à-vis d'une grande partie de la population. Lorsque l'on parle des haratines, c'est à cause de textes périphériques de la dite religion. Mais il y a eu des progrès. Quand vous plantez un couteau de 20 cm dans le dos de quelqu'un et que vous le retirez de 1, 2, 3 cm, c'est un progrès pour celui qui a le couteau en main, pas pour celui qui a le couteau dans le dos. Et les haratines, eux, ont le couteau dans le dos, c'est plus de 20 cm, c'est de 17 cm et demi. Ça saigne toujours, ça fait toujours mal. Ils sont toujours esclavagisés pour bon nombre d'entre eux. Et donc, le progrès pour le criminel n'est pas un progrès pour celui qui est opprimé et ostracisé. Pour ce qui est de la religion, nous, on est dans un pays ici qui, même s'il y a du christianisme et de l'islam, c'est un pays essentiellement vaudouisant, quoi qu'on puisse en dire. C'est la capitale de la tradition quelque part originaire africaine. Et c'est un État laïque. J'y viens. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être de culture vaudouisante. Et même le terme laïque est un terme importé puisqu'on parle quelque part d'un concept républicain franc-maçon qui a été inventé par les Français. Parlons de nos réalités. On n'a pas besoin d'être laïque ou fondamentaliste. Il y a un juste milieu, il y a une norme qui est que politique, c'est participation à la vie de la cité. Dedans, il y a toutes les composantes, d'accord? Il y a des gens qui peuvent être non religieux. Moi, je connais des athées, moi, je connais des chrétiens, moi, je connais des musulmans, moi, je connais tout. Je pense que le débat n'est pas là. Le débat est l'intérêt social, politique du peuple, d'accord? Et il est évident que c'est une technique, pour rebondir, pour finir sur mon propos, c'est une technique du président qui, maintenant qu'il voit qu'il y a un parti qui se base sur un aspect particulier de la société qui est l'aspect religieux, dans leur culture à eux, eh bien, il veut essayer de les exclure, de les oblitérer de la sphère du pouvoir en disant que c'est une problématique dangereuse. Mais pour moi, c'est une forfaiture, puisque celui qui veut exclure les autres s'est servi de cette dynamique pendant un certain nombre d'années. Quand ça l'a arrangé, on est dans des jeux politiques de bas étage qui sont en harmonie avec un politicien qui, depuis des années, a construit sa domination sur les bas coûts et sur les bas instincts. Voilà. Pendant ce temps, le président Joseph Kabila Kabange souhaite le départ de la MONUSCO, de la RD Congo. Le timing de cette annonce, est-ce que ce n'est pas suspect? Non, vous savez qu'au cours d'un débat ici, on a déjà prouvé que Kabila aujourd'hui compose avec les Chinois. Il compose avec les Chinois parce qu'il a reçu suffisamment de coups venant des États-Unis, venant des Européens. Il n'a plus envie de composer avec eux. Il leur demande de partir. Vous voyez, quand il dit le bilan de la MONUSCO est mitigé. Ça veut dire quoi? Ce groupe n'est pas forcément venu pour rétablir la paix. Il y a eu des exactions. On ne peut pas dire qu'ils sont restés dans ce pays. Aujourd'hui, ils donnent toutes les garanties sécuritaires et économiques pour dire que le pays est stable. Ils demandent aux gens de quitter son pays. Je crois que c'est
c'est normal parce que moi je dis cette affaire des forces de sécurité de l'ONU, c'est une nouvelle forme d'annexion des pays africains. Pourquoi on ne laisse pas les Africains régler même leurs problèmes? Parce que quand ceux-là arrivent, ils ne commettent pas toujours de bonnes actions sur le terrain. Vous savez qu'on a reproché à ces gens-là des cas de viol. Tout à fait. Donc, c'est normal que vous avez suffisamment annexé mon pays. Il est temps de dégager, allez chez vous. On va gérer nos affaires nous-mêmes. Kémy Séba, est-ce que le timing de cette sortie n'est quand même pas... C'est suspect, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, il y a des dizaines, il y a des centaines de Congolais qui continuent de tomber chaque jour dans le pays. Est-ce qu'on devrait demander le départ ou le retrait pur et simple de cette force-là? On va être clair, cette force-là est une force coloniale. C'est pas nouveau. Je pense que toutes les personnes dotées d'un minimum de raison le savent. C'est des forces d'occupation. Que la MONUSCO aille s'occuper de ce qui se passe en Occident, quand on voit le nombre de frères et sœurs qui sont assassinés aux États-Unis, la MONUSCO pourrait aller là-bas, essayer de protéger une partie de la population. Là-bas, elle ne le fait pas. C'est l'Afrique qui l'intéresse, et bien souvent dans des pays où il y a des ressources minières. Dans les pays où il n'y a pas trop de ressources, la MONUSCO n'est pas trop présente. On pourrait se poser la question de savoir le pourquoi du comment. Mais au-delà de ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est la jonction de deux thématiques qui ne sont en réalité pas parallèles, mais qui doivent fusionner. Okay. On ne peut pas parler de souverainisme si on ne parle pas de justice sociale. Je constate une chose, c'est que Kabila, qui aujourd'hui se présente limite dans ses sorties anti-occidentales comme un anti-impérialiste digne de Che Guevara ou de Lumumba, ça me fait bien sourire à certaines chaînes qui sponsorisent ça, qui le font passer pour un souverainiste, et quelqu'un qui est l'ennemi déclaré de la justice sociale. C'est-à-dire que son pays, l'un des pays dans lequel les inégalités sont les plus violentes, sont les plus profondes. Il y a un génocide qui se passe au Kivu dont on ne parle pas assez, malheureusement. J'ai l'impression que l'Africain est devenu insensible à son propre sort. On parle de millions de personnes qui sont mortes dans la région du Kivu, d'accord, de femmes qui sont violées, qui ont l'hymen déchiqueté. Ça, ce sont des éléments factuels. Kabila, qu'est-ce qu'il fait contre ça? On ne l'entend pas. Dans son pays, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était bien content de composer avec toutes ses forces. Ça ne le dérangeait pas. Il a commencé à y avoir des sorties souverainistes dès lors que ses anciens sponsors l'ont lâché, parce que ça devenait intenable de soutenir quelqu'un qui était aussi impopulaire vis-à-vis de son peuple. C'est aussi ça la réalité. Donc avoir des sorties sankaristes dès lors que vous êtes lâché par l'Occident, alors qu'au départ vous partagez votre business avec ces derniers, ça fait sourire. Et je terminerai en disant que pourquoi Kabila qui dit qu'il veut que la MONUSCO dégarpisse de son terrain, de sa terre, de sa nation, ce qui est tout à fait normal et légitime, pourquoi ne demande-t-il pas à ce que Dan Gertler, le diamantaire milliardaire israélien qui a le monopole sur les diamants en RDC, pourquoi lui ne doit-il pas partir? Pourquoi il est tant sélectif dans sa volonté de faire partir les colons? Dan Gertler, l'un des plus grands colons du Congo aujourd'hui, on n'en parle pas. Kabila n'en parle pas. Parce qu'en réalité, ils sont tous les deux sur des business fructueux, ils sont des alliés, et ils sont des grands collègues et des amis. Et c'est pour ça que je dis que celui qui veut chasser un collègue colon, mais qui en garde un autre, n'est pas quelqu'un qui est un anticolonialiste, c'est simplement quelqu'un qui est un businessman avisé. Voilà, aujourd'hui, quoi qu'on dise, en RD Congo, il y a aussi le problème je dirais peut-être le constat de ce que le président Kabila ou les forces armées congolaises sont incapables d'assurer la sécurité du Congolais lambda. Pourquoi demander le retrait de la MONUSCO à ce moment-là? Il en avait parlé, je crois, en janvier dernier. Il parlait de d'ici 2020. Aujourd'hui, il demande le départ effectif. Est-ce que cela peut être aussi vu en lien avec la présidentielle à venir? Oui, tout à fait, puisqu'il a confirmé que la présidentielle aura lieu. En réalité, quand il demande à la MONUSCO de partir, c'est qu'il veut finir avec cette forme de colonisation-là. C'est clair que dans le monde des affaires, il ne peut pas chasser ses partenaires, parce que lui, il vit de ça. Quand vous lisez un peu l'histoire de RDC, la fortune de ce pays-là est détenue par Kabila et ses frères. Donc, il veut peut-être chasser le blanc, la MONUSCO, pour mieux maîtriser le pays. Lui, son problème, est-ce que c'est la sécurité des Congolais? Ou bien est-ce que c'est l'accroissement de sa fortune et l'agrandissement de sa mafia? C'est ce qu'il faut se demander. Aujourd'hui, il l'estime, parce qu'il veut profiter de ça pour régler ses comptes avec ses anciens partenaires qui l'ont lâché. Et c'est pourquoi il s'est tourné vers les Chinois. Mais le mal de la RDC, c'est son sous-sol. C'est un pays qui est un scandale géologique, et les gens en profitent, quels que soient les hommes politiques, que ce soit Jean-Pierre Bemba, que ce soit Katoumi, tous ceux-là ont exploité le sous-sol congolais, et aujourd'hui, Kabila veut être maître de tout. Donc il se dit, il veut permettre à son dauphin de mieux gouverner en faisant partie des forces étrangères. Donc c'est son problème, lui. Il veut désormais maintenir, avoir la même mise sur le Congo avec ses partenaires de business, avec ses alliés, pour mieux sucer le pays.
Jean-Pierre Bemba ne pourra pas compétir pour ce scrutin-là. Vous sembliez, la dernière fois que je vous ai reçu ici, n'avoir rien contre le fait qu'il puisse candidater. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Quelle est votre lecture? Moi, je constate simplement que Bemba, quoi qu'on en dise, est le candidat le plus populaire au Congo. C'est-à-dire que la plupart des Congolais là-bas ou de la diaspora se reconnaissent en Bemba. Qu'on puisse apprécier ou ne pas apprécier, là n'est pas la question. Moi, je ne suis pas dans des questions d'appréciation sur ce terrain-là. Il jouit d'une popularité depuis très longtemps. Il a, pour bon nombre de Congolais, une stature d'homme d'État. Et c'est aussi pour cette raison qu'il a été exclu de la liste des candidats et de cette course au pouvoir. Parce que Kabila, en réalité, sa stratégie, c'est quoi? C'est soit il se représente au dernier moment, ou, et je pense que c'est le plus crédible en réalité, son candidat, qui est son héritier, qui est son bras droit, va être le président. Ça sera un petit peu comme Poutine avec Medvedev, même si je ne ferai pas l'injure de comparer Poutine à Kabila, et vice-versa. Et par rapport à ces situations-là, il se dit que s'il a quelqu'un qui peut perturber son poulain, ça va perturber leur plan, parce que le but, c'est que sa caste puisse se maintenir au pouvoir. Et je reviens sur le propos qui a été énoncé tout à l'heure. Non, ce n'est pas normal de maintenir, de faire en sorte que quand on veut faire partir, soi-disant, certains colons, on en garde certains sous prétexte que ce sont nos collègues. Il y a aujourd'hui un principe réel en RD Congo, c'est que on a eu des études qui prouvent que l'essentiel des terres arabes, si elles étaient cultivées, travaillées de manière pertinente et de manière prégnante, de manière efficiente, ça pourrait suffire à nourrir l'ensemble du continent africain. Ça, c'est pas Kémy Séba qui le dit. C'est aujourd'hui un trésor géologique, et un trésor économique, et un trésor politique. Le Congo, c'est le cœur du continent africain. C'est l'essence du continent africain. Et ceux qui sont à la tête de cet État ont le devoir de faire en sorte que ce dernier puisse bénéficier à ses populations. Aujourd'hui, ça bénéficie à une oligarchie, à une microcaste qui s'enrichit de père en fils. Et j'ai bien peur que si rien n'est fait, s'il n'y a pas une révolte, on assassine des membres de sociétés civiles qui protestent contre ces réalités-là. Tout à l'heure, vous parliez du fait que, en gros, ils n'ont pas la capacité de gérer le pays, de sécuriser le pays. Moi, ce que je constate, pour y avoir été interdit à 2 reprises, hein, une première fois de manière officielle et une deuxième fois de manière un peu plus officieuse, c'est que la RDC, des services de renseignement ou l'armée est très fort pour protéger le pouvoir. Ça, ce sont des génies. Personne, des tentatives de coup d'État, il y en a toutes les semaines en RDC, on n'en parle pas, mais ils sont très forts pour protéger le président et le régime en place. Beaucoup moins forts pour protéger les populations. Or, une armée, le but, c'est pas simplement de protéger les dirigeants, c'est de protéger aussi ceux qui sont dirigés et les concitoyens. Donc, il y a un mode de fonctionnement qui est complètement à revoir, et il doit avoir aussi un devoir d'interventionnisme beaucoup plus accru, à mon sens, de l'Union africaine vis-à-vis de ces réalités-là. Le problème, c'est que l'Union africaine n'a pas la main libre, qu'aujourd'hui, il y a des forces en présence au sein de l'Union africaine qui ont des intérêts aussi dans cette sous-région, notamment au Kivu, je ne veux pas citer de nom, mais cela illustre et matérialise le fait qu'on se retrouve dans une situation complexe dans ce pays. Alors, tout sera mis en œuvre pour garantir le caractère apaisé et crédible du scrutin. Le président Kabila a quand même rassuré. Pourquoi aujourd'hui il continue d'avoir des doutes quant à cette volonté-là? Il a rassuré. Vous savez, un homme qui est au pouvoir, et Séba l'a dit, il ne veut pas de challenge. Il ne veut pas de challenge, il veut ouvrir un boulevard pour son dauphin. Il ne veut pas de challenge. Ce n'est pas question de rassurer. Celui qui est au pouvoir, qui organise les élections, il faut être, excusez le terme, il faut être con en Afrique pour organiser les élections et les perdre. Il faut être con en Afrique pour organiser les élections parce que vous avez l'armée avec vous, c'est vous qui maîtrisez la CENI, c'est vous qui donnez les moyens. Donc vous ne pouvez pas perdre, à moins que vous ne soyez un con. Et puis aujourd'hui, il rassure qui? Il rassure qui? Il ne rassure, moi, en tout cas, moi, il ne me rassure pas. Ce qui est sûr, son candidat passera. Et pour éviter tout blocage, Bemba, out. Katumbi, out. Il demande à la MONUSCO de partir. Ça veut dire quoi? Qu'il ne veut rien mettre. Il veut rien mettre. Il veut assujettir le peuple congolais. Mais je dis, il y a pourtant des Congolais qui le soutiennent dans ce qu'il fait. Il y a des Congolais qui le soutiennent, qui mangent entre ses mains. Donc aujourd'hui, personne, aucun homme politique ne pense au peuple congolais. Chacun pense à ses intérêts. Est-ce que ceux qui se disent de l'opposition, quand ils seront au pouvoir, est-ce qu'ils vont faire mieux que Kabila? C'est pas possible. C'est aussi ça le problème. Est-ce qu'ils vont faire mieux que Kabila? Parce que le drame de ce pays, c'est son sous-sol. Quand on vient, on dit, OK, je vais faire le bonheur du peuple. Mais quand on découvre qu'on peut devenir en une semaine milliardaire, basta, on oublie le peuple. Donc c'est aujourd'hui, il faut une conscience populaire. Il faut que des gens meurent pour que la République démocratique du Congo soit sauvée.
Parce que, à un moment donné, je dis toujours, quand vous opprimez le peuple, il faut que des gens acceptent de se sacrifier pour vous chasser du pouvoir. Parce que le thème qui correspond là, c'est pas négocier, c'est de chasser du pouvoir. Il faut que les Congolais comprennent aujourd'hui que... Ce n'est pas un appel à l'insurrection. Non, ce n'est pas un appel, mais écoutez, quand mon sous-sol est riche et que je ne peux pas vivre, je ne peux pas me soigner, je ne peux pas aller à l'école, alors que je constate qu'il y a un club qui s'enrichit de jour en jour, et c'est pas possible. Il faut que je me révolte. C'est pas à l'insurrection, mais les Congolais doivent prendre leurs responsabilités en commençant par ceux qui soutiennent le pouvoir. Même si on ne peut pas directement aller vers le président, il y a quand même dans les différentes villes de la RDC des gens qui représentent le pouvoir, qui soutiennent le pouvoir, qui exploitent le sous-sol. Il faut commencer par leur dire non. Parce qu'il y a élection, on vous donne quelques miettes, vous votez pour le candidat du pouvoir. Donc c'est comme ça. Il faut qu'il y ait une prise de conscience des Africains. Sinon, Kabila, lui, il ne se soucie pas du peuple. Lui, il se soucie de sa fortune. Comment faire pour être davantage riche et comment permettre à son dauphin d'être sur un boulevard. Il a toujours soutenu le contraire. Théodore Nguema Obiang Mangué, cité dans une nouvelle affaire, cette fois-ci avec la douane brésilienne. Déjà, est-ce qu'on doit fouiller les affaires d'un personnage de ce niveau, de ce rang-là? Écoutez, moi je suis très mal à l'aise avec cette volonté de souverainisme mal placé. C'est-à-dire que est-ce qu'on doit fouiller M. Obiang, qui est un personnage d'État, vice-président de la République, par ses mérites, bien sûr. Hein, c'est grâce à son grand mérite, son grand courage politique et sa capacité à gérer les affaires de l'État qu'il est devenu vice-président. C'est connu de tous, n'est-ce pas? Non, plus sérieusement, je pense qu'on doit être aussi dans une démarche de courage de dire que M. Obiang Nguema ne fait pas honneur à la fonction. C'est pas la première fois qu'on l'a vu, je sais qu'il est puissant, que tout le monde a peur de dire ce qu'il pense de ce dernier. Moi, je suis pas dans le jugement de valeur sur l'homme en tant que tel, mais je parle de certaines phrases qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'un homme d'État se doit d'être. On peut pas marcher avec cette somme-là quand on vit sur un continent dont la population vit dans des conditions les plus délétères possibles. Il y a un moment, un minimum de pudeur, un minimum de décence. Je pense que c'est la moindre des choses à avoir. Qu'il a été contrôlé, certains sont même allés jusqu'à sortir, il y a des histoires de négrophobie, qu'il a été contrôlé parce qu'il est noir ou parce qu'il est africain, etc. Ça a bon dos. Le racisme, la négrophobie, j'en ai aussi marre de cette victimisation systématique venant de nous autres. Il faut aussi qu'on ait le courage de regarder ce qui se passe. C'est pas la première fois que le vice-président de Guinée équatoriale, qui est très différent de son père, même si son père n'est pas non plus le messie que certaines chaînes veulent nous vendre, d'accord? Mais son père est dans une dimension politique où il fait des choses sur le terrain du panafricanisme sur lesquelles on peut discuter, on peut débattre, sans le voir comme un saint. Mais Théodorino Obiang, aujourd'hui, je suis désolé, on ne peut pas marcher avec ces sommes-là au XXIe siècle quand votre peuple, dans la majorité, vit dans des conditions qui ne sont pas celles de la bourgeoisie, c'est le cas de le dire, en Guinée équatoriale. Alors, selon des sources au sein du gouvernement, c'est pour des raisons de santé que le vice-président était au Brésil et qu'il avait donc besoin de cette somme-là pour payer les soins. Est-ce que ce n'est quand même pas normal pour quelqu'un de son rang d'avoir la possibilité d'avoir du liquide sur soi? Non, on appelle ça trafic de devises. C'est pas possible. L'entrée de chaque pays est subordonnée au respect des lois. On dit, vous ne pouvez pas rentrer avec plus de $2400. Pourquoi? Et il pouvait. Il y a les travel chèques aujourd'hui. Mais quand vous allez... Moi, ce qui m'énerve, on dit une dizaine de montres évaluées à 15 millions de... Quand même. Ça, c'est grave. Des montres, juste des montres pour se faire plaisir, qui dépassent 15 millions de dollars. Je dis, on est en train de se foutre du peuple. Vous ne pouvez pas faire bouger comme ça avec de l'argent. C'est vrai, on veut se faire soigner, d'accord. Mais je peux envoyer l'argent et récupérer là-bas. Mais transporter de l'argent, c'est pas lui seul. Hein. Dans beaucoup de pays africains aujourd'hui, vous entrez dans le pays, vous sortez dans le pays avec de l'argent sans que personne ne vous contrôle. Mais ailleurs, c'est pas comme ça. Vous voulez venir chez nous, nous avons des principes. Vous les respectez, vous rentrez chez nous. Si vous ne les respectez pas, vous retournez chez vous. Mais c'est normal qu'on le fouille parce qu'on connaît déjà, il a eu un passé qu'il a rattrapé. On sait que c'est quelqu'un qui flamme de l'argent. Et ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Je dis, il faut que les responsables africains se prennent au sérieux. Quand votre peuple souffre et que vous voyagez comme ça avec une forte somme, quand vous allez, on dit $2400, ça ne fait même pas une nuitée dans un hôtel. Nom de Dieu. C'est quel type d'hôtel? On va se faire soigner, on ne peut pas se faire soigner chez soi. On ne peut pas se faire soigner en Afrique. Il y a des centres de santé quand même capables de le soigner en Afrique. Pourquoi il va aller au Brésil? C'est une affaire de confiance.
Parce qu'il a confiance au Brésil, parce qu'il il est en sécurité. Avec tout cet argent, on ne pouvait pas construire des hôpitaux. Franchement. Pourquoi ne pas construire des centres de santé de référence chez soi pour se faire soigner? Avec tout cet argent, d'ailleurs, vous vous dites qu'il est venu pour des soins. Il allait payer avec des montres. Je veux dire qu'à un moment aussi, il faut qu'on soit sérieux. Ah non, l'usage des montres, c'est privé. Ah d'accord, comme c'est bien de le préciser. Ah donc c'est à l'hôpital, sur son lit de malade, qui va porter ces montres-là. Parce qu'on nous dit qu'il allait se faire soigner. Il voulait rentrer. Il voulait rentrer. Il a le droit d'avoir des bijoux sur lui. D'accord. Donc maintenant, moi ce que je dis de manière juste un peu plus sérieuse. Son pays est un pays qui, avec les ressources qu'ils ont, s'ils voulaient, ça pourrait être un pays aussi où les infrastructures pourraient bénéficier à toute la population. D'accord? On parle d'hôpitaux qui pourraient être exceptionnellement avancés, techniquement parlant, médicalement parlant, et qui pourraient permettre à la population de se soigner. Ça aussi, c'est un autre symbole. On ne peut pas prôner la souveraineté africaine comme ça se fait, et puis dès qu'il y a ce problème-là, aller ailleurs, alors que vous avez les caisses de l'État, les finances de l'État qui vous servent à autre chose que développer votre pays. Il y a aussi beaucoup de choses à dire, je pense, sans avoir peur de les énoncer, sur le fonctionnement interne du côté de la Guinée équatoriale. Ce qui ne veut pas dire que rien n'est fait là-bas. Il y a des choses qui sont faites objectivement, qui sont en avance dans d'autres pays, et puis il y en a d'autres dans lesquels on est vraiment en retard de manière drastique. Et ça, il faut qu'on puisse questionner cette société si on veut être capable d'avancer, sans s'aligner avec les cris d'orfraie des colons qui aiment diaboliser ce pays pour d'autres raisons que celles que les panafricanistes aiment énoncer généralement. Alors, aujourd'hui, tout semble dressé. Le vice-président sera forcément ou probablement chef d'État. Est-ce que vous pensez que son train de vie, qui est souvent en griffe, qui lui est souvent reproché, pourrait avoir une influence, je ne sais pas, positive ou négative? Dans son pays, s'il se présente... dans son pays. S'il se présente, il va passer. Parce que son papa a déjà préparé le terrain pour lui. Et même dans son pays, c'est comme ça qu'il flambe l'argent avec la jeunesse. Il leur donne de l'argent. Moi, je dis, ce n'est pas donner l'argent qui pose problème. Il faut construire des infrastructures. Il faut installer des centres de santé. Les enfants ont besoin d'aller à l'école. Ce qui est sûr, il se présente, il va passer. C'est clair, c'est une dynastie qui est au pouvoir. Donc vous ne pouvez pas empêcher cette dynastie-là de se perpétuer. Mais ce qu'on demande, moi, quant à son élection, je n'ai aucun doute. Mais ce que je demande, c'est de faire le bonheur du peuple. C'est vrai que des montres qui sont évaluées à 15 millions de dollars, ça va faire combien d'écoles? Il faut voir aussi ce qui est déjà fait. Oui, ce qui est déjà fait, mais tout n'est pas encore fait. Est-ce que dans toutes les villes de ce pays-là, il y a des écoles, il y a des centres de santé? Est-ce que les gens ont les 3 repas par jour? C'est ça. Parce que quand, dans ce pays-là, il y a des gens qui sont encore informés et qu'on apprend que le vice-président a des montres qui sont évaluées à 15 millions de dollars, ça, c'est se foutre du peuple et c'est pas bon. En Libye, Kémy Séba, le gouvernement d'union, a annoncé un nouveau cessez-le-feu à Tripoli. Combien de temps celui-ci va durer, selon vous? Je sais pas, on dit gouvernement d'union, ça c'est pour la diplomatie, c'est pour la forme. En réalité, tout le monde sait que la Libye est aujourd'hui un no man's land. On a des responsables politiques qui sont déresponsabilisés par rapport à la réalité sociétale du pays. Le pays vit un chaos depuis la destruction depuis l'attaque et l'assassinat par la communauté internationale de Kadhafi. On nous parle de cessez-le-feu. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que la Libye, ceux qui ont le pouvoir, ce sont les trafiquants de migrants, les trafiquants d'esclaves, ceux qui sont des négriers modernes, ceux eux qui ont véritablement le pouvoir. Le reste, les batailles rangées entre des gens qui aspirent à prendre le pouvoir et d'autres qui prétendent l'avoir mais qui ne l'ont pas, pour moi, on est dans une réalité superficielle. La réalité, elle est ailleurs. La réalité, c'est dans le trafic d'êtres humains qu'il y a dans ce pays. C'est ce qui me préoccupe le plus en réalité. Et cesser le feu, pour cesser le feu, il faudrait même que le feu ait commencé il y a peu de temps ou il y a quelques temps. Le feu est présent depuis des années. Et j'ai l'impression qu'en réalité, tout est fait par la communauté internationale pour que ça continue. Parce que ce trafic de migrants, qui est condamné d'ailleurs, on y reviendra peut-être après, par un certain nombre de candidats politiques ou de politiciens en Occident, bénéficie en réalité beaucoup plus qu'on ne le pense à la finance internationale, qui a besoin de main-d'œuvre à bon marché et dans un processus de dumping social qui pourrait faciliter un certain nombre de choses. Le vrai problème, il est là. Tout ce qui se passe entre les belligérants, ceux qui se présentent comme les représentants légaux du pouvoir en Libye et ceux qui aspirent à prendre ce pouvoir, qui ne sont pas d'accord avec les dirigeants, entre guillemets, pour moi, c'est du théâtre, dit des Guignols d'Abidjan, mais c'est certainement pas la réalité politique et sociale de ce pays aujourd'hui. Moïse Soudé, qu'est-ce qui explique, selon vous, la reprise des combats en plein cœur de la capitale? À qui profite la crise en Libye?
à qui profite la crise en Libye? Forcément, quand deux personnes se battent, il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que la guerre continue. Vous savez, la paix est finie en Libye depuis la mort de Kadhafi. Et ceux qui ont assassiné Kadhafi savent pourquoi ils l'ont fait. Il a des... Kébi Sema l'a dit, ça profite forcément des gens. Et que quand il y a la paix, on n'arrive pas à faire ses affaires. Parce que quand il y a la paix, tout le monde est sur ses gardes. On surveille tout le monde. Mais dès qu'il y a la guerre, chacun est préoccupé par sa défense, comment faire pour survivre, et l'autre, il vous exploite. Donc aujourd'hui, les ennemis de la Libye n'ont pas intérêt à ce que ce pays-là soit pacifié. Parce que eux, quand il y a la guerre, ça leur profite. On vend des armes, on exploite le sous-sol. Donc aujourd'hui, il faut demander à qui profite la crise en Libye. Qui ne veut pas que les Libyens soient en paix? Qui oppose les Libyens les uns aux autres? Bon, quelque part, quelqu'un a intérêt à ce que ce pays soit davantage embrasé. Voilà les propos de Matteo Salvini. On va en parler, Kémi Seba. Quelle est votre lecture déjà je dirais, de la politique migratoire qui aujourd'hui est mise en branle en Italie par ce gouvernement d'extrême droite et qui a pris le pouvoir? L'extrême droite, c'est compliqué parce que il y a le mouvement 5 étoiles qui est un mouvement beaucoup plus anti-système, qu'il est difficilement capable de catégoriser dans la dynamique d'extrême droite. Beppe Grillo, c'est pas un homme de gauche ni de droite, c'est un homme qui a voulu faire sauter le système. Le problème, c'est que c'est un gouvernement de coalition. Et donc, ils ont allié leurs forces avec, pour le coup, une force d'extrême droite qui est l'ancienne Ligue du Nord, devenue la Lega, comme ils disent, de Matteo Salvini. Matteo Salvini, qui est quelqu'un qui se présente comme un défenseur du peuple italien, un souverainiste, quelqu'un qui veut se détacher de l'influence des forces apatrides de l'Union européenne, de l'oligarchie apatride de l'Union européenne, qui se présente comme un combattant de la finance internationale, etc., etc. Sauf qu'en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne l'est pas. Il n'est pas ce qu'il dit, qu'il prétend être. C'est quelqu'un qui est un complet soumis à Israël, c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez dans les médias, c'est quelqu'un qui est un grand fan des États-Unis, et c'est très difficile, ou du moins de Donald Trump, c'est très difficile de se dire défenseur des intérêts de son peuple et d'être soumis aux deux forces précitées que sont Israël ou les États-Unis sous Donald Trump. Donc moi, je ne sais pas quelqu'un que je prends profondément au sérieux. C'est quelqu'un qui a trouvé un business dans la xénophobie, et c'est quelqu'un qui a tenu des propos qui ont fait le tour de la toile, et qui ont suscité l'indignation de l'Union africaine par rapport au fait, en gros il a dit nous voulons que nos Italiens fassent des enfants et non pas qu'ils soient remplacés par des esclaves africains. Et donc tout le monde s'est exclamé. Moi j'aimerais juste revenir sur une chose, parce que la réalité est que, bon, je pense qu'il a fait exprès, parce que ça excite peut-être une partie de son électorat, de tenir ces propos stupides, qui sont dignes de sa stupidité politique sur cet aspect-là. Mais il y a une réalité, c'est que dans le sud de l'Italie, les Africains vivent comme des esclaves. Dans certains champs italiens, sur certaines terres d'Italie du Sud, les Africains, il y a un continuum du processus esclavagiste qui est commencé du côté de la Libye. Il y a un traitement, on parlait tout à l'heure de ce dumping social, on parlait du fait de prendre des gens avec une main-d'œuvre bon marché qui pourraient faire des travaux que même les Italiens ne font pas. Ça bénéficie aux grands chefs industriels en réalité, ça bénéficie à certaines multinationales qui font travailler ces gens à des prix qui dépassent, qui défient toute concurrence. Donc il y a un esclavagisme économique et social qui est en train de s'opérer à l'heure actuelle en Italie du Sud. Je ne suis pas sûr du tout que Salvini, qui est un négrophobe patenté et un suprémaciste blanc, qu'on dise les choses telles qu'elles sont, et moi je n'ai pas aucun problème à le dire, je ne suis pas sûr qu'il ait voulu dire cela, mais il y a une réalité qui est qu'il faudrait que l'Union africaine se questionne, au-delà de voir le doigt grossier qui est posé d'un côté, se questionne sur comment peut-on accepter que nos pays puissent voir nos ressortissants vivent dans des conditions d'esclaves en Italie du Sud et en Libye à cause justement de la démission de nos dirigeants politiques qui ne font pas leur travail vis-à-vis de la jeunesse africaine et qui poussent la jeunesse africaine à croire qu'elle vient un enfer sur le continent et risquer sa vie donc pour aller en Occident où elle vient en enfer cette fois-ci. C'est plus une croyance, c'est une réalité. Le premier responsable, c'est pas le suprémaciste blanc Salvini qui fait son business sur ce terrain-là, sur ce terrain identitaire. De véritables responsables, disons les choses telles qu'elles sont, c'est nous autres, et Africains, et c'est nos responsables africains qui ont démissionné par rapport au devoir originel qui devait être le leur, qui était de protéger leur peuple. Et les raccourcis médiatiques qui ont été faits ont été effectués parce que ça arrange aussi simplement la finance internationale et l'oligarchie de dire que Salvini est le méchant
les victimes sont les Africains. Et puis on ne parle pas de la racine du problème, qui est la finance internationale, qui se frotte les mains sur ce qui se passe là, en Italie du Sud, avec des Africains qui vivent comme des esclaves pour le coup, et de l'autre côté, nos dirigeants qui ont complètement démissionné et qui ne sont pas remis suffisamment en question par rapport à leur manque d'intégrité politique et leur manque de travail sur le terrain de la justice sociale. Voilà, l'indignation de l'Union africaine, dans quel contexte le placez-vous? Non, 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 non. On n'a pas besoin de demander de présenter les excuses. Quelle est la part de responsabilité des dirigeants africains dans ce qui se passe? Nos sœurs quittent l'Afrique pour être exploitées sexuellement en Italie. On le sait. Et dans les pays africains, il y a des réseaux qui permettent à nos sœurs d'aller se prostituer en Italie. Vous arrivez là-bas, on vous arrache votre passeport. Vous êtes exploités sexuellement. Qu'est-ce que les dirigeants africains font pour arrêter ça? Vous avez été élus pour faire le bonheur de votre peuple. Mais quand les jeunes se décident d'aller en Italie pour chercher du travail, on devait se dire, mais pourquoi ils y vont? Prenons nos responsabilités. Quand j'ai entendu Salvini, je me suis dit, c'est la résolution de Hitler. Hitler avait été clair. L'Allemagne aux Allemands. Il veut faire la même chose. Ça veut dire quoi? Que dans son pays, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Est-ce que tous les jeunes Italiens ont déjà du boulot? Parce qu'ils estiment que, bon, les Italiens n'ont pas suffisamment de boulot, mais les migrants viennent prendre le boulot. Il est temps que l'Union africaine se réveille et se demande, au lieu de dire oh, nous voulons qu'on nous présente les excuses, ça va changer quoi dans les propos de l'autre? Il faudrait qu'on prenne les responsabilités, qu'on puisse créer de l'emploi, qu'on puisse donner des formations adéquates aux jeunes Africains. Parce que quand vous êtes chez vous, vous avez 40 ans, vous avez 45 ans, vous n'avez pas de boulot, on vous dit là-bas, il y a l'Eldorado, vous allez tenter l'expérience. Et voilà ce que ça donne. Donc il faut que les Africains se réveillent. Il faut que les dirigeants africains se disent, moi j'ai été élu pour faire le bonheur de mon peuple. Je n'ai pas été élu pour brimer le peuple. Je n'ai pas été élu pour vider les caisses de mon État, mais je dois faire le bonheur de la majorité de mon peuple. Voilà. Camille Seba, au Bénin, vous aviez dit récemment que vous n'excluiez pas la possibilité, pourquoi pas, de prendre une part plus active au combat politique. Aujourd'hui, l'Assemblée a voté un code électoral qui demande quelques 249 millions de francs CFA pour les législatives et 250 millions de francs CFA pour candidater à la fonction suprême. Est-ce que l'urgence panafricaniste a, je dirais, pourquoi pas un avis ou une lecture de ce nouveau code électoral qui, visiblement, attend l'onction de la Cour constitutionnelle? On va être très clair. Moi, j'ai dit et je répète que notre combat est politique, par essence, participation à la vie de la cité, et pas qu'au Bénin, partout. Moi, je vois l'Afrique dans un ensemble. Le Bénin, c'est petit par rapport à la réalité africaine, mais c'est essentiel, puisque c'est nos racines aussi, quoi qu'on puisse en dire. J'observe, comme tout le monde, ce qui se passe. Je vois beaucoup de jeunes qui auraient voulu être candidats, et j'en ai vu avoir des larmes aux yeux. Parce que la somme qui est demandée est objectivement une somme qui simplement correspond à l'hyperclasse, qui ne correspond pas au prolétariat béninois. Et la réalité est que n'importe qui dans une démocratie normale devrait avoir le droit de se présenter. Et dire que, en gros, hein, je schématise volontairement, pour éviter les candidatures farfelues, on va monter la caution, comme s'il ne pouvait pas avoir des personnes farfelues qui sont riches. Donald Trump est très riche et l'illustration qu'on peut être quelqu'un de farfelu. Donc ce n'est pas une démarche qui permet d'éviter les candidatures de trop. Moi j'ai déploré ça, je le dis très clairement. Je ne me suis pas retrouvé, j'ai l'impression qu'il y a une politique hyper capitaliste et une politique de riches qui est effectuée et qui laisse le prolétariat de côté. Et je pense, pour être sincère avec vous, que le problème, pour moi, n'est pas Talon. Le problème est beaucoup de gens qui sont autour de Talon, qui, pour moi, sont il y a beaucoup d'arrivistes, beaucoup d'apôtres de cette finance internationale. Talon paraît être beaucoup plus omnibulé, qu'on aime ou pas ce concept. Moi, je trouve que c'est un concept éculé, mais par la logique du développement. On peut en discuter. Mais autour de lui, il y a des gens qui sont des affairistes, autour de lui, des gens qui n'ont comme au seul et unique objectif dans ce pays que l'appât du gain et non pas la justice sociale. Et c'est ça le vrai problème. Mais je pense que si Talon était mieux entouré, mieux conseillé, je pense qu'il pourrait faire sur ce terrain-là de très bonnes choses. Les députés qui ont fait voter cette loi aujourd'hui, ils sont en train de réfléchir parce que ça va se retourner contre eux. Je peux être intelligent et ne pas avoir... Patrice Talon, dirigeant éclairé? Par qui et par quoi?
Écoutez, Patrice Talon, c'est vrai qu'il veut à sa manière le développement du pays, mais ceux qui le soutiennent, eux, ils pensent à leurs intérêts, c'est tout. Donc c'est deux camps diamétralement opposés. Et puis lui, il surfe sur le camp des intérêts des autres pour faire passer ses lois. Voilà, vous êtes Alphonse Moïse Soudé, journaliste à Soleil FM Bénin. Face à vous aujourd'hui, Kémy Seba, président ONG Urgence panafricaniste. Messieurs, merci de nous avoir suivis. Un très bon débat. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre numéro de Angle de Vue. D'ici là, portez-vous bien. Bonnes vacances.